encore en train de jouer à la Game Boy. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Tu sais qu'on pouvait faire de la musique avec une Game Boy? Il y a encore une nouvelle idée pour un épisode. Ceci est Lorenzo en train de jouer sur ma Game Boy. Tu veux dire la nôtre? Si Francisco vous fait voir ceci, ce n'est pas seulement pour mes talents innés dans l'art de la sauterie en échange de quelques pièces. Non, c'est surtout pour voir ça. Car oui, Francisco, connard, menteur de 18 ans, voulait surtout vous faire entendre, sans quoi cette émission n'aurait aucun sens. Alors, voilà. La musique du jeu, très simple, est programmée dans la cartouche. Il n'est pas enregistré, contrairement à certains jeux actuels, et va être rendu grâce à la puce son de la console. On parle d'une chipset. Pour l'époque, c'est déjà énorme. Pourtant, souvent, il suffit de 4 mesures, une ligne de basse et une pseudo-percu qu'on va appeler shit. Pour autant, certaines musiques de ces jeux sont devenues cultes. On pourrait parler notamment des concerts organisés par Nintendo pour les 25 ans de Mario. Mais là, on oublie les consoles, on préférera un orchestre. Et pourtant, on pouvait déjà en 1992 obtenir des simulations d'orchestre plus que convaincantes, comme le témoigne Zelda A Link to the Past. Et on est toujours sur une chipset. La différence va surtout être dans la qualité de la puce et dans la mémoire qu'on va pouvoir accorder à la musique. Lorenzo, Oui? c'est le moment de nous parler de beats. Ceci est un signal analogique, continu au cours du temps. Et ceci est un signal numérique, qui évolue au cours du temps par paliers. Quand on compose une musique de jeu vidéo, on va faire avec de vrais instruments. Et dans le cas des vieux jeux vidéo, on va le faire avec un synthé. On va donc devoir coder la musique en un signal numérique. Là, va falloir suivre 2 minutes. Pour comprendre comment tu peux le coder, il faut d'abord comprendre comment passer d'un signal analogique à un signal numérique. On avait notre signal analogique. On va alors décider du niveau de quantification. Il se mesure en bits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de musique 8 bits pour les premières consoles de jeu. Mais à quoi ça correspond? Sur l'axe des ordonnées, celui vertical, tu le sais parce que ordonnée ça commence par un O, comme la flèche. On s'en fout. Tu passes à la suite. Du coup, sur cet axe, tu as une valeur maximum et une valeur nulle. C'est le nombre de bits qui va déterminer le nombre de paliers possibles. Par exemple, pour 3 bits, les valeurs de paliers possibles sont les suivantes. 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Par contre, si on passe en 8 bits, les valeurs possibles seront les suivantes. Du coup, plus on a de bits, plus on pourra avoir de valeurs de paliers différentes, et donc une précision dans la conversion du signal analogique. En effet, le signal numérique se rapprochera de plus du signal analogique. Donc, en gros, plus de bits, c'est plus de précision dans la conversion, donc moins de pertes, et donc une musique de meilleure qualité. Si on compare la musique du premier Zelda, à celle de A Link to the Past, il n'est pas difficile de dire lequel tournait sur une console 16 bits et lequel tournait sur une console 8 bits. Aussi, il ne faudra pas oublier d'autres caractéristiques dans la conversion du signal, telles que la périodicité d'échantillonnage, la période après laquelle on prélève un échantillon du signal auquel on attribue un palier. Donc à partir de là, on comprend à peu près comment un jeu vidéo peut obtenir une musique. Mais cependant, avec l'avènement de la musique électronique et notamment l'arrivée du pad, certains nostalgiques ont décidé de faire revenir les sons 8 bits au goût du jour, et ça donne la chipset musique. Un pad, c'est simple. On prend une surface quadrillée et à chaque carré, on attribue un son. On peut aussi utiliser des objets moins communs, comme la Commodore 64 utilisée par Lukash. À ce moment-là, on obtient des trucs comme ça.
Bon là c'est quand même un cas extrême de la chiptune musique. T'as pas vraiment besoin d'une console d'époque pour faire ces sons-là. Bien évidemment, ils sont quand même nombreux à utiliser Little Sandy J, un petit jeu Game Boy. Tu rentres ta cartouche et ça transforme ta Game Boy en véritable banque de sons, instrument de musique, alors couplé à une table de mixage, c'est parfait. Alors franchement, on invite tous les curieux à se procurer un émulateur et à essayer le jeu. On vous met tous les liens en description, c'est gratuit et disponible sur mobile. Bon, on vous laisse avec un petit morceau de Lukash.